L'international est là, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous allons mettre l'accent sur l'économie. On parle trop politique. Aujourd'hui, mettons un peu l'accent sur l'économie parce que l'économie, c'est aussi un secteur très, très important dans la vie d'une nation. Et pour parler économie, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un ancien candidat à la présidence de la République en 2018, un économiste de formation. Il est président de son regroupement politique et il a conçu un plan Marshall, dénommé plan Marshall de M. Tchani. Voilà, avec M. Tchani, Noël Tchani, nous allons parler un peu de la monnaie congolaise. Et comme c'est l'international, nous allons aussi jeter un petit coup d'œil au franc CFA, nous expliquer un peu ce changement du CFA. Est-ce que les pays africains colonisés par la France ont-ils quitté la zone CFA? Nous allons en tout cas en savoir un peu plus avec M. Noël Tchani. Très heureuse de vous retrouver, M. Noël Tchani. Je suis très content d'être ici. Une question quand même assez personnelle pour commencer cette émission. Comment vous vous sentez? Vous avez perdu aux élections présidentielles. Est-ce que toujours assez d'amertume, de colère, de regret, de frustration? Au fait, je me sens très très bien. Je dors très très bien et je réalise que je suis le candidat heureux de cette élection de décembre 2018 et que ce qu'on avait pris au départ, celui qu'on avait considéré comme étant le candidat heureux, j'ai l'impression qu'il est très malheureux aujourd'hui avec le développement ou les développements donc dans notre pays. Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je souhaite bonne chance, il a eu beaucoup de malheurs tout récemment. Premier malheur, son directeur de cabinet en prison, emprisonné pour corruption, détournement de fonds publics. Et deuxième malheur aussi, il y a la grogne sociale un peu partout. Les travailleurs, les fonctionnaires de l'État ne sont pas contents. Troisième malheur, le franc congolais est en train de se casser la tête. Donc, je pense qu'il a plus de problèmes qu'on avait anticipés. Je suis très heureux comme je suis. Candidat pour être gouverneur de la Banque centrale, moi j'ai fouillé, j'ai ouï dire que vous voulez ce poste-là à tout prix. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Au fait, moi, je suis préparé à toute éventualité. À toute éventualité, si on m'appelait, on me demandait donc d'être balayeur devant le palais de la nation pour que ça soit très propre tous les jours, je le ferai parce que c'est mon pays. Si on me demande d'être Premier ministre, je dirais oui. Et si on me demande d'être gouverneur de la Banque centrale, je dirais aussi oui. Mais je peux faire aussi être nettoyeur de la rivière Gombe parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de déchets dedans, il y a beaucoup de moustiques qui causent donc la malaria à nos compatriotes. Avec donc la COVID, tout ce que je peux faire pour que notre pays puisse aller de l'avant, je suis prêt à le faire. Voilà, Noël Tchani. Nous allons parler aussi un peu de la Covid avec l'économie. Quel est l'impact de cette maladie dans l'économie mondiale en général? Et si on veut rétrécir un peu pour la RDC, est-ce que ça a impacté négativement sur notre économie, la Covid? Oui, au fait, la Covid-19 a impacté très négativement l'économie et le social de la RDC, le social donc du peuple congolais, en ce sens que, comme vous savez, la RDC entretient des relations avec des pays extérieurs. On n'est pas sur une planète où on est seul. On entretient des relations commerciales avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Union européenne, avec l'Asie, avec la Chine en particulier. Vers ces pays-là, nous exportions ou nous exportons des matières premières, essentiellement brutes. Le cobalt, le cuivre, toutes les matières premières congolaises, on exporte vers ces pays-là. Donc, quand il y a ralentissement d'activité économique dans ces pays, nous subissons de plein fouet les conséquences donc de cela parce qu'on ne peut plus exporter comme avant. Et d'ailleurs, les exportations congolaises ont diminué de 40%. Actuellement, 40%. Et de ces pays-là, on importait aussi. On importe beaucoup de choses, notamment les biens de consommation, les biens d'équipement. Et quand il y a ralentissement économique donc, vers ces pays-là, ça veut dire que nous, du fait qu'on a moins de devises disponibles, on importe moins qu'avant. Et ils sont prêts à nous vendre peut-être moins qu'ils étaient disposés à nous vendre donc avant. Si bien que les importations congolaises actuellement ont diminué de 30%. Donc on a d'un côté les exportations vers ces pays qui ont diminué de 40% et les importations ont diminué de 30%. Donc la balance commerciale congolaise, elle est déficitaire. C'est-à-dire que nous gagnons moins de devises étrangères qu'on avait avant. Moins de devises étrangères, ça veut dire que il y a un déficit qu'il faut arriver donc à résorber. Cela explique l'inflation que nous vivons maintenant. Cela explique donc la dépréciation monétaire que nous avons aujourd'hui. Je vais m'expliquer parce que là, j'ai parlé en quelque sorte de la balance commerciale. Mais il y a également ce qu'on appelle à l'intérieur les opérations courantes de l'État, c'est-à-dire le paiement des salaires de tous les fonctionnaires, le financement du train de vie des institutions. Il faut payer toutes ces institutions-là pour qu'elles continuent donc à vivre. Et de ce côté-là, la facture totale par mois,
s'élève à 480 milliards de francs congolais par mois. Mais en même temps... En dollars à peu près, pour qu'on ait une idée, parce que de toutes les façons... il faudrait diviser cela par 2000... voilà. Donc, c'est dans les milliards de dollars aussi, dans les millions de dollars. Dans les millions de dollars. Oui, je crois 200 millions, quelque chose comme ça. Okay. Ou 20 millions, 200 millions, bon. Alors maintenant, en ce qui concerne donc ça c'est le côté donc les charges fixes que nous avons, que le gouvernement doit pouvoir supporter chaque mois. Mais entre-temps, pour financer ces charges-là, nous avons besoin d'avoir des recettes douanières, des recettes fiscales, des recettes publiques. Ces recettes s'élèvent chaque mois à 380 milliards de francs congolais. Donc vous voyez, d'un côté, on a des charges fixes à 480 milliards et les recettes à 380 milliards. Il y a un déficit de 100 milliards chaque mois qu'il faut que l'État trouve cet argent-là. La combinaison du déficit sur les opérations courantes de l'État à l'intérieur, plus le déficit sur la balance commerciale, j'ai dit que les exportations avaient baissé beaucoup plus que les importations. Donc la combinaison de ces déficits-là fait que le déficit budgétaire de l'État a explosé, a augmenté considérablement. Maintenant, la question est de savoir, on finance ce déficit-là comment? On le finance d'abord par la planche à billets, en utilisant un peu de réserves d'échange. Okay. Les réserves d'échange de la RDC ont diminué considérablement les réserves d'échange de la Banque centrale. On est passé de 1 milliard. C'est que Vital a touché, c'est ça la réserve d'échange. Oui, il avait touché un peu. Ça a diminué donc de 1 milliard. Nous sommes aujourd'hui dans les environs de 875 millions de dollars. Ça a diminué considérablement. Ça ne représente plus que 2 semaines d'importation et quelques jours. Maintenant, au-delà de ça, après avoir utilisé un peu de réserves d'échange, on touche à ce qu'on appelle donc les aides budgétaires. Les aides budgétaires, c'est l'argent qui nous est donné par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les bailleurs de fonds bilatéraux. Et ça, ce n'est pas soutenable. Imaginez, vous commencez à payer vos fonctionnaires de l'État avec de l'argent emprunté de l'extérieur. Ce n'est pas du tout soutenable. Mais tout cela n'est pas suffisant. Le solde maintenant est financé comment? On fait pression sur la Banque centrale, elle allume la machine qu'on appelle la planche à billets. On imprime des francs congolais en grand nombre et ces francs congolais qui ne sont pas soutenus par un matelas de devises suffisant. Conséquence, les taux d'échange sont en train donc de chuter considérablement. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à 1 dollar égal à 2020 francs congolais. À comparer au début de la crise, ici au mois de mars, on était à 1 dollar égal à 1600 francs congolais. Donc il y a eu une diminution de près de 20-25% déjà de la monnaie congolaise, donc du pouvoir d'achat de la monnaie. Comment faire pour s'en sortir maintenant? Les causes sont connues. Comment faire pour s'en sortir, Noé Tchani? Pour s'en sortir, il faut avoir un peu plus d'imagination. La première des choses, qu'il faudrait qu'on puisse situer tous les efforts à faire dans le cadre d'une stratégie de développement global, d'un plan de développement global du pays. C'est pour ça que moi, je vous ai proposé le plan Marshall. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision, on n'a pas un plan, on navigue à vue ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un plan prévu pour l'économie congolaise? Je pense que le gouvernement a présenté au Parlement tout un programme. Mais moi, j'ai toujours considéré que ces programmes-là, ce sont des choses à faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Ce n'est pas une vision de développement comme celle que je présente qui porte sur une période donc de 15 ans pour faire de la RDC un pays émergent. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je voudrais que nous puissions regarder maintenant d'où viennent les problèmes et qu'on essaye de résorber ces problèmes-là. Je vais commencer par ce que j'ai appelé le déficit des opérations courantes de l'État. J'ai dit que les trains de vie des institutions étaient trop élevés. Les salaires que nous avons, le tout totalise donc 480 milliards de francs congolais par mois. Il faut qu'on trouve des voies et moyens pour réduire cela. On réduit cela, par exemple, en réduisant les salaires de ceux qui sont payés trop. J'ai vu beaucoup sur Internet des salaires, on dit des salaires de certaines personnes qui sont trop élevés 30 000 par rapport aux citoyens ordinaires, à l'enseignant, aux policiers. Les conseillers de la République, par exemple. On peut réduire certains de ces salaires-là à des niveaux raisonnables. C'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi que je voudrais proposer, c'est éliminer certaines institutions qui ne servent à rien. Comme le Sénat. Le Sénat, par exemple, les assemblées provinciales, à quoi ça nous sert? Et il y a toute une prolifération d'institutions de ce genre-là qui, moi, je pense, on peut éliminer et ce Congo ne va pas avoir mal à la tête parce que ces institutions n'existent plus. Donc, nous devons envisager donc de faire cet exercice-là. Maintenant, quand on a réduit cette enveloppe, il faut maintenant qu'on regarde là d'où proviennent les recettes fiscales. Pour augmenter les recettes là, parce qu'on réduit les dépenses, on augmente les recettes, on va établir donc l'équilibre. Notamment, je voudrais voir
pour augmenter donc les recettes, il faut qu'on relance l'économie. Comment l'agriculture, qu'on relance l'agriculture, l'élevage, la pêche. Ce sont des choses où on peut avoir la rentabilité immédiatement dans le court terme. Dans les 3, si on commence à développer les champs au plateau de Batéké ou dans n'importe quelle province, nous avons des productions agricoles au bout de 3, 4, 6 mois. Donc c'est très rapide, on peut cultiver le maïs, les maniocs et consorts, et non seulement nous allons commencer à consommer cette production-là, mais nous pouvons même l'exporter vers l'étranger pour gagner des devises. On n'a même pas de route de dessert agricole. Comment c'est pour ça que je voudrais, toutes ces marchandises à travers la République? C'est pour ça que je voudrais situer le tout dans le cadre donc d'une vision de développement d'un plan, et c'est pour ça que je propose le plan Marshall. Maintenant, il faut qu'on regarde du côté de la balance commerciale. On a dit que les exportations avaient diminué considérablement et les importations aussi ont diminué, mais pas autant que les exportations. Il faut qu'on regarde les importations. On importe quoi? On importe la nourriture, on importe les biens d'équipement. Les biens d'équipement, ça prendra du temps pour qu'on commence à produire donc nos propres biens d'équipement ici. Mais la nourriture, je vous ai dit, développement de l'agriculture, l'élevage et la pêche, ça nous permettra immédiatement à diminuer donc la facture que nous payons donc à l'extérieur. Nous pouvons épargner ces devises étrangères. Et par conséquent, ça pourra nous permettre donc de stabiliser notre monnaie parce qu'on ne dépense plus comme on dépensait avant. Pourquoi notre économie est autant dollarisée? Parce que quand on voyage sous d'autres cieux, il y a des pays comme en Afrique du Sud par exemple, je crois que vous y avez été, on n'utilise jamais les dollars en Afrique du Sud. Dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous demande de changer ça en rand, quel que soit le montant. On n'utilise jamais le dollar en Afrique du Sud. Mais pourquoi chez nous, le dollar est presque notre monnaie nationale? Vous savez, c'est une question de vision de développement qu'on a. Et c'est une vision des compétences des autorités qui gèrent donc ces questions-là. Question de vision de développement, pourquoi? Parce que moi, en tant que Congolais, je vais vous dire que je suis indigné de voir que dans notre pays, nous n'avons pas de fierté nationale. Fierté nationale dans la mesure où nous avons des lois qui sont très bien, mais nous ne respectons pas ces lois-là. Par exemple, prenez la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette Constitution, en son article 170, dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle deux monnaies étrangères qui circulent ici. Il y a le principe de ce que j'appelle l'exclusivité monétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que le franc congolais et on ne peut pas accepter d'autres monnaies ici. Mais en même temps, les mêmes autorités qui ont adopté cette constitution-là sont allées faire je pense qu'ils ont été induits en erreur. Ils sont allés faire ce qu'on appelle la réglementation d'échange. L'article 5 de la réglementation d'échange 4 et 5, ces articles-là disent qu'on peut avoir les transactions en francs congolais, mais également avoir aussi des transactions en dollars. La réglementation d'échange autorise légalement la dollarisation. La Constitution l'interdit. Donc il y a contradiction. Je souhaiterais qu'on puisse appeler nos députés nationaux. Je pense avant qu'ils puissent réclamer l'augmentation des salaires de $2000 par mois, ils pourraient faire œuvre utile de trouver un terrain d'entente entre la réglementation d'échange et la Constitution, adapter la réglementation d'échange à la Constitution et interdire la dollarisation. Maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, il faut travailler de façon telle que on rende le franc congolais aussi stable que possible. Si le franc congolais est stable et qu'il soit indifférent à un citoyen congolais d'utiliser le franc congolais ou d'utiliser le dollar, les Congolais vont préférer utiliser donc le franc congolais. Mais au-delà de cela aussi, il faudrait qu'il y ait ce que j'appelle une campagne d'éducation populaire. Vous savez, quand vous allez en Europe, si vous arrivez dans un magasin européen et vous amenez les francs congolais pour acheter une robe, le boutiquier ou bien la dame qui vend donc ces articles dans le magasin, elle va vous regarder comme si vous étiez folle. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas accepter le franc congolais, elle va vous dire notre monnaie ici là, c'est l'euro. C'est l'euro. Vous devez nous amener l'euro. Prenez même le dollar américain que nous, on accepte ici facilement au Congo. Allez avec en France ou en Belgique. On le prend pas. Vous présentez le dollar américain dans un magasin, on n'aura pas besoin d'avoir un policier pour venir dire non, c'est interdit. Mais c'est le citoyen européen qui va refuser d'utiliser une monnaie étrangère. Ils préfèrent donc leur propre monnaie. Au Congo, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde est tout à fait content d'utiliser le dollar américain ou l'euro, ou les francs CFA, ou le Kwanza. Toutes les monnaies étrangères, on les accepte, sauf le franc congolais. Au point où 95% des transactions dans notre pays sont libellées en dollars.
95%. Ça veut dire que le franc congolais est devenu marginal dans son propre pays. Le franc congolais ne représente que 5% de la masse monétaire. Est-ce qu'on ne peut pas, du pays. alors, de cette façon, Noé Tchani, réfléchissons par l'absurde, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement adopter le dollar? Il y a des pays qui ont fait ça, qui ont carrément adopté le dollar. Oui, j'arrive. On appelle, ce que nous avons aujourd'hui, il y a deux types de dollarisation. Il y a ce qu'on appelle la dollarisation partielle et ce qu'on appelle la dollarisation totale. La dollarisation partielle, c'est celle qui s'est développée dans notre pays où la Constitution donc dit que la monnaie à utiliser c'est le franc congolais, mais le public lui-même a opté pour la monnaie étrangère et on combine donc les deux. C'est la dollarisation partielle. Le problème avec cette dollarisation que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de compensation de la part du gouvernement américain. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que nous perdons avec la dollarisation. On perd ce qu'on appelle les revenus de seigneuriage. C'est-à-dire que sur chaque billet de dollars que vous voyez, si nous avons $1, pour fabriquer $1, on a besoin de quoi? On a besoin d'un petit papier blanc sur lequel on a fait des dessins en vert et il y a quelqu'un qui a signé qui s'appelle secrétaire du Trésor ou le gouverneur de la Banque centrale chez eux, mais le secrétaire du Trésor. Et on appelle ça maintenant $1. Mais le coût pour produire ce billet-là était de 10 cents. Mais une fois qu'on a produit le billet de $1, ça revient à 100 cents. La différence entre 100 cents, qui est la valeur faciale de ce billet, et le 10 cents, qui est le coût de production, c'est 90 cents. Ces 90 cents représentent le bénéfice que s'est fait le fabricant du dollar. On appelle ça en termes techniques les revenus de seigneuriage. De seigneuriage. Oui. Maintenant, prenez par exemple dans un pays, je donne un exemple juste pour illustrer ça. Si nous avons $1 million en circulation en RDC et que tous ces $1 million sont faits donc des billets de $1, vous prenez 1 million multiplié par 90 cents, vous avez 900 000 $ qui constituent le bénéfice que la RDC perd et transfère ça subtilement au Trésor américain chaque jour, chaque année. Mais nous sommes, je suis désolé de dire ce terme, nous sommes bêtes pour accepter donc cette situation-là. Conséquence, la Banque centrale du Congo, chaque année, elle a un déficit, elle a des pertes. Et ces pertes-là sont dues au fait que tous les revenus qu'elle devait gagner sont transférés donc aux États-Unis. Et la Banque centrale va au Parlement pour demander qu'on puisse la subventionner. Nous sommes absolument en train de nous tirer dans la patte. Donc la dollarisation, elle est mauvaise pour notre économie, pour cette raison-là. Mais la deuxième raison, c'est quoi? C'est que le rôle d'une banque centrale, c'est de jouer avec ce qu'on appelle la liquidité dans l'économie. La liquidité, au cas où il n'y en a pas assez, on imprime de l'argent, on injecte un peu plus d'argent, on équilibre pour que les taux d'échange restent fixes et qu'il n'y ait pas trop d'inflation, ainsi de suite. Et s'il y a trop de liquidités, la Banque centrale absorbe ça pour réduire donc la liquidité. C'est ça qu'on appelle donc la politique monétaire. Maintenant, parce que vous ne contrôlez pas la monnaie en circulation, 95%, je vous ai dit, de la monnaie, de la masse monétaire, se trouve en dollars. Ce n'est pas la Banque centrale du Congo qui contrôle ça. C'est le Trésor américain qui contrôle. Donc, ils n'ont aucune possibilité de dire l'AMIBA est en faillite, nous allons faire un chèque donné à l'AMIBA pour la restructurer. Tandis que le gouvernement américain, quand Chrysler Motor est en faillite, ils ont tout plein d'argent, ils font des chèques pour restructurer leur compagnie. Donc, nous n'avons aucun instrument de politique monétaire. Nous avons perdu cela au profit des Américains et nous n'avons aucun instrument même d'intervention de l'économie parce que notre pays est devenu pauvre, appauvri par la civilisation. Demander être vraiment souverain. Mais pour changer ces choses-là, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sortons du tribalisme et de ces fanatismes-là, de dire qu'on va garder telle personne à la Banque centrale parce que c'est le cousin de tel. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je dirais que la haute direction de la Banque centrale a perdu toute crédibilité. Imaginez aujourd'hui que le gouverneur de la Banque centrale sorte et dise au peuple congolais, mes chers compatriotes, la dollarisation, elle est mauvaise. Les gens vont lui demander, mais vous sortez d'où? Quand ça s'est développé, c'était sous vos yeux. Vous n'aviez pas fait quoi que ce soit pour arrêter. Est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui qu'elle est mauvaise? Et d'ailleurs, tout ce que la Banque centrale fait, elle soutient la dollarisation. Je voudrais vous donner un exemple. Dans le procès de Vital Kamerhe, vous avez suivi que la facture qui devait être payée à M. Jamal était de 57 millions de dollars. Est-ce que vous connaissez le montant franc congolais? On ne mentionne même pas le montant franc congolais. Les contrats sont signés en dollars. Et la Banque centrale, des caisses en dollars. On envoie l'argent de la Banque centrale qui est
soutirer, retirer au niveau donc de la Robank en dollars et on déverse ces dollars dans l'économie. Oui, Noé Tchani, vous avez parlé de la Banque centrale tout à l'heure et la Banque centrale a émis un communiqué tout à l'heure par rapport à la monnaie, je ne sais pas le terme technique, mais je crois que c'est la monnaie virtuelle interdisant aux Congolais d'utiliser les bitcoins. Voilà, bitcoins, donc, oui. voilà les monnaies virtuelles. Expliquez-nous un peu ces monnaies virtuelles. Quels sont les dangers ou quel est le danger de ces monnaies virtuelles? Oui, pour un pays comme la RDC, nous avons déjà des difficultés à contrôler notre masse monétaire. Comme je vous ai dit, on ne sait même pas combien d'argent circule là. Nous avons une portion en dollars, une portion en euros, une portion en CFA, une portion en kwacha zambien, ainsi de suite. Nous avons déjà des difficultés à contrôler notre masse monétaire. Amener maintenant des monnaies électroniques, des monnaies virtuelles, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, je pense que ça complique la situation beaucoup plus que nous pensions. Notre banque centrale n'est pas à mesure déjà de gérer ce que nous avons, n'ajoutons pas au problème. Donc, personnellement, j'ai suivi ce communiqué de la Banque centrale. Pour une fois, je suis d'accord avec la position de la Banque centrale, qu'il ne faut pas autoriser l'utilisation de ces monnaies virtuelles. L'utilisation de ces monnaies virtuelles, nous avons d'autres problèmes à gérer et les gens n'ont pas encore le niveau d'éducation financière suffisante pour comprendre ce que c'est et pour gérer les risques liés à cela. L'international, c'est s'ouvrir un peu dans le monde aussi. Comme je le dis souvent, la RDC ne vit pas en vase clos. Nous utilisons le franc CFA de toutes les façons en République démocratique du Congo. Mais nous avons suivi dernièrement aussi qu'il y a une sorte de transition, que les pays colonisés par la France à l'époque utilisaient les francs CFA, qui est amarré, je crois que le mot est exact, amarré, c'est ça, à l'euro. Et il y a... arrimé. Pas amarré, arrimé. Oui, arrimage. Arrimé à l'euro, mais il y a eu vraiment pression de la population et ils ont quitté en créant l'éco. Mais les gens disent que c'est du bonnet blanc bonnet, donc c'est toujours arrimé à l'euro et toujours le même système, c'est la Banque centrale française qui le garde ou je ne sais pas moi. Noé Tchani, est-ce vraiment une libération pour ces Africains qui ont quitté le franc CFA? Je dirais oui et non et je dirais que c'est trop tôt pour juger. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne? Les pays membres de la zone CFA, il y a 8 pays membres de la zone CFA en Afrique de l'Ouest, et il y en a aussi 7 en Afrique centrale. Ces pays membres de la zone CFA avaient un accord de convertibilité avec le Trésor français, d'après lequel c'est la France, le Trésor français, qui convertit la convertibilité, qui garantit la convertibilité de leur monnaie en devises étrangères. Si bien qu'ils ont établi un rapport fixe entre l'euro, qui est la monnaie là-bas, avant c'était le franc français, entre l'euro aujourd'hui et le franc CFA. Ce rapport, il est fixe. Le rapport va être maintenu. Le rapport qui existait entre le CFA et l'euro va être maintenu, va être transféré à l'éco et aussi à l'euro. La seule différence que je vois aujourd'hui, c'est que dans le passé, les États africains étaient obligés de garder leurs réserves en devises étrangères à la Banque de France, en France. Une grande partie des réserves étaient gardées là-bas. Aujourd'hui, on a libéralisé cela. C'est-à-dire que les États africains sont libres d'utiliser donc leurs réserves, de les transférer en Afrique, dans leur pays à eux, ou de transférer ça aux États-Unis, au Japon, dans n'importe quelle banque centrale, en fonction bien sûr de la rentabilité financière qui est proposée sur ces réserves-là. Ça, c'est sur le plan maintenant théorique. Mais il faudrait il faudrait savoir maintenant que le Trésor français continue à garantir la convertibilité. On a établi en quelque sorte une ligne de crédit pour garantir la convertibilité du franc CFA en devise donc étrangère. Maintenant, il faut que les Africains comprennent que quand on dit on garantit, ça veut dire on a mis en place une ligne de crédit. Ça veut dire qu'il y a un coût associé à cela. La seule chose qui n'est pas claire, c'est combien les États africains vont payer comme coût pour avoir donc cette nouvelle garantie afin de continuer à avoir leur monnaie dont la convertibilité est assurée donc par le franc CFA. Cela n'est pas transparent. Nous aurions besoin de connaître cela pour juger réellement si les États africains ne payent pas trop cher par rapport donc à la France pour avoir donc cette convertibilité. Et la monnaie africaine, mais il faut que les gens sachent que l'euro, que le franc CFA va disparaître et maintenant donc c'est l'éco, mais l'éco continue à avoir les mêmes privilèges. Ou pour l'Afrique centrale aussi.
On avait annoncé ça pour l'Afrique de l'Ouest, mais je crois que l'Afrique centrale va suivre parce que c'est les mêmes arrangements, donc en quelque sorte. Et oui. La monnaie africaine, on rêvait d'une monnaie africaine comme l'euro pour l'Europe. Possible? Chimère ou quoi? Oui, la monnaie africaine, c'est un objectif vers lequel les pays africains sont en train donc de travailler. Pour cela, il y a ce qu'on appelle des critères de convergence. Il faut que le niveau de l'endettement, par exemple, par rapport au PIB, soit maintenu dans certaines limites. Le niveau de réserves d'échange doit couvrir un certain nombre de mois d'importation. Donc, on travaille vers ces critères de convertibilité et on arrivera donc à mettre en place une monnaie africaine qui va être en valeur dans tous les pays. Au début, vous savez qu'on parlait donc de l'année 2020. 2020, exactement. Mais je crois qu'il y a des retards. Je ne connais pas exactement l'année maintenant qui est visée pour arriver à réaliser, opérationnaliser cela, mais il y a des retards pour cela. Mais je voudrais quand même que les Congolais aussi de Kinshasa sachent une chose. C'est que dans ces choses au niveau africain, là, il ne faut pas qu'on y aille simplement comme étant des moutons, des panurges. Il faut qu'on ait un rôle à jouer. Par exemple, la décision a été prise que la Banque centrale africaine, son siège, je crois que ça va être donc à... En Éthiopie toujours? Non. Le siège va être soit à Accra, soit au Nigeria. Okay. Donc, l'un des deux pays. Donc, le siège va être là-bas. Maintenant, nous, on pouvait, si on avait une bonne gestion de notre monnaie, avoir ce siège. On pouvait non seulement se battre pour le siège, mais on pouvait même se battre pour avoir le poste de gouverneur de cette banque centrale-là. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que si le Congo-Kinshasa soulevait son doigt pour dire « je voudrais être gouverneur de la Banque centrale africaine », les gens vont se moquer de nous. Ils vont dire « mais chez vous, vous n'êtes pas capable de gérer votre monnaie. Vous avez été absorbé par le dollar qui représente 95% de la masse monétaire. Comment pouvez-vous avoir le ou le courage de vouloir diriger donc la monnaie africaine. Donc, nous devons nettoyer la maison Congo pour nous positionner sur le plan africain. Mais actuellement, nous ne sommes pas à mesure de le faire. Quelle est la monnaie la plus forte d'Afrique, Noël Tchani? Bon, c'est relatif. C'est le rand ou la monnaie nigériane? Non, c'est relatif. Il y a des monnaies qui sont stables par rapport, donc, la force d'une monnaie, c'est par rapport, donc, il faut regarder donc l'évolution sur une période de temps. Le rand sud-africain, c'est une monnaie acceptable. La monnaie du Maroc, elle est tout à fait acceptable. Le dinar, la monnaie du Maroc, c'est le dinar. Le dinar, la monnaie du Ghana, elle est tout à fait acceptable. Le naira nigérien, même si ça fait beaucoup de problèmes, dans le passé, le naira est arrivé donc à atteindre un certain niveau donc de stabilité. Et d'ailleurs, la stabilité de la monnaie nigériane, on la sent ici au Congo. Vous voyez que sur les 14 banques commerciales que nous avons, devinez quoi, 5 banques sont nigérianes. Donc, ils ont réussi à restructurer donc leur économie, à restructurer leur secteur financier, à restructurer donc leurs banques. Et ces banques ont eu suffisamment de muscles. Ils ont des capitaux importants, au moins 250 millions de dollars donc par banque, au point où elles sont capables maintenant d'aller au-delà du Nigeria et d'établir donc des succursales dans d'autres pays, notamment... Est-ce que nos monnaies africaines, Noël Tchani, sont consommées à l'extérieur? Même s'ils ne le veulent pas, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des échanges qui se font par nos monnaies étrangères? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques monnaies qui sont utilisables sur le plan international. Tout le monde cherche à avoir des réserves en quoi? En dollars, en euros, ou bien en monnaie chinoise, le yuan chinois, ou même la monnaie japonaise. Les monnaies africaines, on peut faire quelques petites transactions par-ci, par-là, mais ce ne sont pas donc des monnaies de commerce international. Les monnaies de commerce international sont celles que je viens donc de mentionner. Ouh là là. Donc, et c'est pour cela d'ailleurs que si on arrive à faire cette intégration monétaire africaine, et on peut avoir une monnaie qui soit beaucoup plus costaud, on peut parler d'une voix sur le plan du commerce international, je pense que l'Afrique pourra se faire entendre. Mais tant que nous sommes des petits pays, si je peux dire, et qu'on n'a pas tellement un impact sur le volume du commerce international, on ne pourra pas donc imposer notre monnaie. Pour arriver à imposer sa monnaie, il faut produire. Il faut que les gens achètent les produits qui viennent donc de ce pays-là et que cette monnaie donc soit en demande. Pour l'instant, nos petites économies africaines ne sont pas dans cette position-là. Merci Noël Tchani, merci. Le temps passe vite, donc les 30 minutes qui nous ont été accordées sont largement terminées. Mais je crois que l'essentiel, on retient que la souveraineté monétaire est aussi une force. Nous devons tout faire pour être fiers de notre monnaie, le franc congolais, et essayer vraiment de dédollariser, c'est là de mettre tout en franc congolais. Comme M. Tchani l'a dit, 57 millions de dollars, mais on ne sait pas combien ça coûte en franc congolais.
Donc nous devons tout faire pour briller de nouveau et sur tous les plans. Nous avons beaucoup à faire. Le dollar aujourd'hui, 1 dollar vaut 2020 francs congolais. Donc voyez un peu la différence. Je voudrais attirer l'attention avant qu'on puisse conclure là-dessus. Ce qui est très grave dans notre pays, c'est que les fonctionnaires de l'État continuent à être payés au taux de 1 dollar égale à 920 francs. Oh, okay, 920. Mais quand le dollar sur le marché local s'échange à 1 dollar égal à 2020 francs congolais, ce que ça veut dire, c'est que l'État congolais vole sa propre population. Le fonctionnaire de l'État est payé en réalité à peu près 40-45% de ce qu'il est supposé avoir comme salaire. C'est très grave. Je voudrais appeler notre gouvernement à regarder sérieusement cette question-là, parce que la stabilité de la monnaie, elle va de la crédibilité du pays, mais elle assure aussi la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Merci mesdames et messieurs, un sujet très passionnant. On y reviendra et nous aurons le plaisir de recevoir encore une fois de plus M. Tchani pour reparler de la monnaie. On n'en parle pas souvent, on est toujours en train de parler coalition, la MOUCA, tout ça. Parlons un peu de choses essentielles qui feront de la RDC en tout cas une force sur le plan international. On se retrouvera mesdames et messieurs le vendredi prochain, Inch'Allah.